C'est une photo très célèbre car elle le faisait devant des gens, l'une des dernières tribus isolées du monde. Les révélations de Joe Rogan sont toujours déroutantes pour le commun des mortels. Et cette fois, il tire le rideau sur la tribu qui viole toutes les lois de la physique depuis des siècles. Ils sont venus ici d'Afrique, comment ça se passe il y a 60 000 ans. Et c'était la tribu la plus féroce et la plus difficile à dépasser. Comment parviennent-ils à survivre et à prospérer dans les régions les plus reculées avec presque aucune ressource? À quoi ressemblerait leur vie sans la technologie et le confort moderne? Découvrons ce que Joe a découvert sur ces fascinants peuples tribaux. Tribu Masai Guardians du bétail. Le premier et le plus fascinant de la liste est la tribu Masai qui est l'un des groupes ethniques les plus fascinants d'Afrique de l'Est, particulièrement présent au Kenya et en Tanzanie. Leur culture, leurs traditions et leur mode de vie unique ont attiré l'attention de nombreuses personnes, dont Joe Rogan, le célèbre animateur de podcast. Dans son émission The Joe Rogan Experience, il a souvent partagé son point de vue sur le peuple Maasai, ses coutumes et son mode de vie remarquable. Cependant, derrière le riche patrimoine culturel et les vêtements et bijoux aux couleurs saisissantes pour lesquels les Maasai sont connus, se cache une histoire plus profonde de résilience et de survie face à de nombreux défis. Originaires d'Afrique du Nord, les Maasai ont migré vers le sud au XVe siècle. Leur voyage n'a pas été facile. En chemin, ils ont acquis du bétail auprès d'autres tribus, renforçant ainsi leur lien profond avec ces animaux. Pourtant, la sécheresse et les maladies ont décimé près de la moitié de leur population et de leurs troupeaux au début du XXe siècle. Comme si cela ne suffisait pas, les Maasai se sont alors retrouvés face à des colons européens qui sont arrivés en grand nombre et ont pris leurs terres. En 1911, un traité controversé avec les colons britanniques a contraint les Maasai à abandonner les meilleures parties de leur territoire, les poussant vers des terres moins fertiles au Kenya et en Tanzanie. Malgré la perte d'une grande partie de leurs terres, les Maasai restent l'une des tribus les plus emblématiques d'Afrique. Bien que désormais limitée en raison des réserves fauniques, leur présence dans des régions comme le Masai Mara et le Serengeti fait toujours écho à leur lien étroit avec la terre. Historiquement, les Maasai ont coexisté avec la faune sauvage de ces régions, affrontant souvent de dangereux prédateurs comme les lions et les guépards pour protéger leur précieux bétail. Le peuple Maasai est semi-nomade, se déplaçant continuellement à la recherche de terres fertiles pour faire paître leurs troupeaux. Pour eux, le bétail n'est pas seulement un animal, ils sont un symbole de richesse et de statut. Plus un Maasai possède de vaches, plus il gagne le respect au sein de sa communauté. Le bétail est également au cœur des traditions des Maasai. Ils utilisent les vaches comme monnaie et les échangent lors des mariages dans le cadre du prix de la mariée. Dans leur culture, les épouses sont achetées par des vaches et le lien entre les familles se renforce grâce à ces échanges. Le régime alimentaire des Maasai est également profondément lié à leur bétail. Ils dépendent du lait, du sang et de la viande qui contribuent à leur incroyable force physique. En fait, les Maasai comptent parmi les peuples les plus grands et les plus forts d'Afrique. Et cela est largement attribué à leur alimentation riche en calcium. L'une des pratiques les plus emblématiques des Maasai est leur danse sautante, connue sous le nom d'Adamu. C'est plus qu'une simple forme de divertissement, c'est un rite de passage pour les jeunes hommes Maasai. Au cours de la cérémonie appelée Yunoto, les garçons qui deviennent guerriers doivent exécuter Adamu. Plus un jeune homme peut sauter haut, plus il devient attirant et respecté. Cette capacité de saut, souvent considérée comme une démonstration de force, a fasciné les gens du monde entier. Les touristes visitant la Tanzanie et le Kenya sont souvent invités à regarder ou même à participer à l'Adamu, même si beaucoup réalisent rapidement à quel point il est difficile de sauter aussi haut que les Maasai. Joe Rogan s'est souvent émerveillé des prouesses physiques des Maasai, en particulier de leur capacité à sauter près d'un mètre dans les airs sans utiliser leurs bras pour prendre de l'élan. Ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est qu'ils accomplissent cet exploit sans aucun équipement ni formation moderne. Les scientifiques ont étudié les Maasai, mais il reste quelque chose de presque mystique dans leur capacité à sauter sans effort. Rogan a expliqué comment les Maasai semblent puiser dans quelque chose de primal, un lien profond entre leur force physique et leur mode de vie. Pour les Maasai, l'acte de sauter n'est pas seulement une démonstration physique, il revêt une signification culturelle et sociale. C'est un symbole de force, de maturité et de préparation à affronter les défis de la vie de guerrier.
Même si bon nombre de leurs traditions peuvent sembler controversées ou dépassées dans le monde moderne, les Maasai continuent de les défendre avec fierté. La culture remarquable et les prouesses physiques des Maasai leur ont valu une reconnaissance mondiale, mais ils ne sont pas la seule tribu d'Afrique à avoir un mode de vie unique et impressionnant, alors que les Maasai sont connus pour leur lien profond avec le bétail et leur force de guerrier. La prochaine tribu fascinante que nous sommes sur le point de vous montrer présente un contraste frappant avec leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs. Vivant dans la même région d'Afrique de l'Est, cette maison unique offre un aperçu d'un mode de vie ancien très différent mais tout aussi captivant. La tribu Hadza, l'une des dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs, prospère dans les savanes tanzaniennes depuis des milliers d'années. Leur survie repose sur un lien profond avec la nature, mettant en valeur des compétences anciennes perfectionnées au fil des générations. Le peuple Hadza dépend de la recherche de nourriture, de la chasse et de la cueillette, vivant en harmonie avec la terre et ses ressources. Leur connaissance des plantes et des animaux est inégalée, leur permettant de s'adapter rapidement à leur environnement. La chasse est au cœur de leur mode de vie, où les hommes manient des arcs et des flèches traditionnelles. Ils partent souvent à l'aube, leurs yeux scrutant l'horizon à la recherche de mouvements. La tension monte à mesure qu'ils poursuivent le jeu, faisant preuve de patience et de stratégie pour obtenir de la nourriture. Ce rituel n'est pas seulement une question de subsistance, c'est une pierre angulaire culturelle qui renforce les liens communautaires et favorise la résilience. Pourtant, les pressions de la modernisation pèsent sur eux. Alors que l'agriculture empiète sur leur territoire, le mode de vie des Hadza est confronté à des menaces sans précédent. Le savoir-faire de la tribu s'étend à la récolte du miel, une ressource très convoitée. Les femmes grimpent sur des arbres imposants pour atteindre les ruches, une tâche pleine de danger et d'excitation. La douceur du succès flotte dans l'air, tout comme la menace des abeilles agressives. La montée d'adrénaline est palpable alors qu'ils relèvent ce défi, démontrant leur intrépidité. Pourtant, le miel n'est pas seulement un régal, c'est une source d'énergie vitale qui alimente leur mode de vie actif. Alors que le soleil se couche sur les plaines, la tribu se rassemble autour du feu, partageant histoire et rire. Cette expérience commune renforce leur unité, mais les murmures du changement perturbent la sérénité. Les influences modernes menacent leur tradition, déclenchant une lutte pour préserver leur identité. La tension entre la préservation de leur patrimoine et l'adaptation aux nouvelles réalités s'intensifie, laissant les Hadza à la croisée des chemins, la lutte des Hadza pour leur identité. Alors que le monde extérieur empiète sur leur tersia sacrée, la tribu Hadza est sur le point de se transformer. Les colonies et les pratiques agricoles contemporaines les ont dépouillés de 75 à 90% de leur territoire ancestral au cours des 50 dernières années seulement. L'urgence de leur sort augmente chaque jour, créant une tension palpable alors qu'ils luttent pour conserver leur identité dans un environnement de plus en plus hostile. Malgré leur résilience, les défis auxquels ils sont confrontés sont de taille. Les Hadza n'ont pas de bétail domestique et ne cultivent ni ne stockent leur propre nourriture, ce qui les rend exceptionnellement vulnérables aux pressions extérieures. Leur mode de vie traditionnel riche de compétences telles que la fabrication d'arcs et de flèches à partir de matériaux simples est menacé par l'essor de l'agriculture et de la propriété foncière. Les questions se profilent. Peuvent-ils s'adapter sans sacrifier leur culture? Leurs anciens modes de survie vont-ils sombrer dans l'oubli? Un aspect étonnant des Hadza est de leur relation unique avec la nature. Non seulement ils chassent le gibier, mais ils ont également une capacité presque surnaturelle à localiser le miel. L'habileté de la tribu à communiquer avec les oiseaux est légendaire. Ils font souvent appel à leurs amis à plumes pour les guider vers des ruches cachées. Ce lien extraordinaire souligne une tension entre la vision du monde moderne de la nature comme une ressource à exploiter et le profond respect que les Hadza lui portent. Leur force et leurs conditions physiques remarquables découlent d'un mode de vie rempli de défis physiques. Les enfants Hadza développent un corps musclé dès leur plus jeune âge, ce qui leur permet d'affronter les animaux les plus coriaces de la nature. Ce physique affiné par des années de chasse et de cueillette suscite sourcils et interrogations au sein de la communauté scientifique. Comment peuvent-ils rester en si bonne santé sans régimes alimentaires ni salle de sport moderne ?
Alors que les scientifiques spéculent sur les microbes spéciaux présents dans leurs intestins qui pourraient les aider à digérer les aliments crus, le mystère s'approfondit, créant une tension intrigante entre la tradition et l'inconnu. Pourtant, à mesure que les Hadza partagent leur monde avec des visiteurs curieux, la dynamique change. Le tourisme offre des opportunités de revenus, mais risque de marchandiser leur culture. L'enthousiasme des étrangers qui assistent à leur rituel de récolte du miel soulève des dilemmes éthiques concernant l'authenticité et l'exploitation. Les Hadza peuvent-ils conserver leur dignité tout en naviguant dans les complexités de la vie moderne? La lutte de la tribu Hadza est un récit captivant de survie contre toute attente. Chaque jour qui passe, ils sont confrontés à la réalité de perdre leur mode de vie, mais leur détermination farouche enflamme l'espoir. Alors que les tribus Hadza et Maasai luttent pour leur survie face à un monde moderne en constante expansion, plusieurs anciennes tribus d'Amazonie ont réussi à résister au contact avec le monde extérieur. L'une de ces tribus est la Huarani ou Huarani qui compte près de 4000 individus. Ils communiquent dans leur langue unique, un isolat linguistique qui n'a aucun rapport avec aucune autre langue connue. Cette langue distincte les distingue des autres tribus et met en valeur leur riche héritage culturel. Les Huarani résident dans une partie cruciale de l'équateur profondément liée à leur terre. Ils aiment leur maison et se sont battus avec acharnement pour la protéger des envahisseurs extérieurs. Cependant, à mesure que la société moderne continue d'empiéter sur leur territoire, cette lutte devient de plus en plus difficile. Les progrès rapides de la technologie constituent une menace importante pour leur mode de vie traditionnel. Avec l'exploitation forestière, l'extraction pétrolière et l'expansion agricole envahissant leurs forêts, les Huarani se retrouvent confrontés à des défis qui menacent leur existence. En raison de ces pressions, les Huarani ont été contraints de changer radicalement leur mode de vie. Dans le passé, ils prospéraient en tant que chasseurs et cueilleurs se déplaçant à travers la forêt tropicale pour trouver de la nourriture et des ressources. Ils comptaient sur leur profonde compréhension de la terre et de ses ressources. Cependant, avec l'invasion des étrangers, leur capacité à chasser et à cueillir de la même manière a diminué. Aujourd'hui, de nombreux Huarani vivent dans des établissements forestiers permanents, ce qui constitue un changement important par rapport à leur mode de vie nomade. Cette transition illustre l'impact de la modernité sur les cultures autochtones et soulève des questions sur la pérennité de leurs traditions. Malgré ces défis, la tribu Huarani a choisi de refuser tout contact avec le monde extérieur. Aux côtés d'autres tribus de la région, ils ont résisté aux tentatives d'intégration dans la société moderne. Certains pourraient considérer cette décision comme insensée, estimant qu'ils devraient en adhérer au progrès et au développement. Cependant, pour les Huarani, abandonner leur tradition de longue date serait une perte inimaginable. Ils vivent en harmonie avec leur environnement depuis des générations et abandonner leurs coutumes équivaudrait à trahir leur identité. Imaginez vivre dans un monde où vos voisins s'immiscent au kéké dans votre maison et exigent que vous changiez votre mode de vie. Les Huarani sont quotidiennement confrontés à cette dure réalité, alors que des étrangers pénètrent sur leur territoire. L'engagement de la tribu à préserver sa culture témoigne de sa résilience. Ils ne se battent pas seulement pour leur terre, ils se battent pour leur propre mode de vie. Les tribus amazoniennes étaient peut-être fermes dans leur politique de non-contact avec les humains progressistes, mais la prochaine tribu accueillerait tout étranger à bras ouverts avec des feux allumés et des ustensiles aiguisés. Après tout, pour eux, les humains du monde extérieur sont leur prochain repas. Au cœur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée vit une tribu qui défie non seulement les normes sociales, mais aussi les lois mêmes de la physique. Contrairement aux tribus Hadza et Huarani, bien documentées, qui maintiennent un équilibre délicat avec la nature, les pratiques de cette tribu s'orientent vers un territoire qui défie l'entendement. Leur rituel de cannibalisme profondément enraciné dans la tradition dresse le portrait d'une culture qui confronte la vie et la mort d'une manière que beaucoup trouvent troublante. Alors que le monde se modernise rapidement, ces membres de tribus restent fidèles à leurs habitudes, même s'ils font face à des obstacles insurmontables. La Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite plus de 900 tribus, dont environ 300 en Papouasie occidentale. Ces tribus possèdent des coutumes et des langues distinctes, contribuant à l'une des cultures les plus diverses de la planète. Depuis son accession à l'indépendance en 1975, la nation a des difficultés en matière de gouvernance, en raison de la myriade de sociétés locales qui doivent être unifiées sous une seule identité nationale.
national. Les tribus de l'île autrefois isolées sont de plus en plus affectées par le monde extérieur qui menace leur mode de vie à travers la déforestation, l'agriculture et l'empiètement industriel. Cette menace constante crée une toile de fond pour la survie des tribus alors qu'elles luttent pour préserver leur culture et leurs terres. Parmi ces tribus, certaines ont acquis une notoriété grâce à leurs pratiques cannibales. Cette étiquette souvent sensationnelle occulte la signification profonde que ces rituels revêtent pour eux. Le cannibalisme, bien que choquant pour beaucoup, constitue un honneur pour le défunt, un moyen de maintenir vivant l'esprit des proches au sein de leur communauté, plutôt que d'enterrer ou d'incinérer leurs morts. Ces tribus croient que consommer le corps l'empêche d'être dévoré par les vers, un sort considéré comme honteux. Le fait de se régaler du défunt symbolise le respect et la connexion, incarnant la croyance que les esprits de leurs ancêtres restent présents dans leur vie. Cette tradition remet en question la notion même de mort, affirmant que le défunt continue de jouer un rôle vital dans sa communauté. Le cannibalisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas une pratique quotidienne. Il est réservé à des rituels spécifiques, notamment après des conflits avec les tribus voisines. En consommant les corps des ennemis tombés au combat, ils croient pouvoir éloigner les mauvais esprits et affirmer leur victoire. Cette pratique constitue une partie importante de leur croyance spirituelle et aide à maintenir un sentiment de communauté et d'identité malgré les défis constants. Malgré les influences modernes, de nombreuses tribus restent attachées à leurs traditions ancestrales, souvent considérées comme arriérées par les étrangers. Cependant, cette perspective ne reconnaît pas la profondeur de leurs pratiques culturelles. Dans un épisode de Joe Rogan Experience, un invité a expliqué comment des cas limités de cannibalisme pourraient protéger les membres de la tribu contre des maladies souvent liées à cette pratique, comme le kourou. Puisqu'ils ne consomment pas régulièrement de chair humaine, ils atténuent les risques liés au cannibalisme. Alors que la mondialisation continue d'empiéter sur leurs terres, ces tribus sont confrontées à d'immenses pressions pour s'adapter ou abandonner leurs habitudes. Nous avons désormais une tribu avec laquelle personne ne veut s'attaquer car elle est différente des tribus cannibales de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des chasseurs-cueilleurs d'Amazonie et des autres tribus isolées de la région tropicale. Ces gens vivent dans l'une des régions les plus froides de la planète, les Tchouktches, et ont réussi à survivre seuls pendant des siècles dans l'enfer glacial. Au cœur de la Sibérie, où peu osent fouler les pieds, vit une tribu qui force le respect, les Tchouktches. Ce groupe résilient a prospéré dans l'une des régions les plus froides de la planète, s'adaptant à des conditions qui mettraient à l'épreuve les individus les plus coriaces. Avec des températures souvent extrêmement basses, survivre n'est pas une tâche facile. Mais les Tchouktches ont maîtrisé ce paysage glacé au fil des siècles. Leur remarquable capacité à survivre et à prospérer dans un climat aussi rigoureux les distingue de nombreuses autres culture. Historiquement, les Tchouktches ont fait preuve d'une ténacité impressionnante. Dans les années 1700, l'armée russe chercha à les soumettre, lançant de nombreuses campagnes contre la tribu. Cependant, après 40 ans de tentatives coûteuses, les Russes ont fini par abandonner. Cette histoire montre que les Tchouktches ne sont pas faciles à vaincre. Ils protègent farouchement leurs terres, leur culture et leur mode de vie contre les pressions extérieures. Leur endurance face à l'adversité est devenue une caractéristique déterminante de leur identité. Pour survivre dans cet environnement glacial, les Tchouktches s'appuient sur diverses compétences traditionnelles perfectionnées au fil des générations. La chasse joue un rôle essentiel dans leur vie quotidienne, le renne étant une source vitale de nourriture, de vêtements et d'abris. Imaginez les Tchouktches naviguant habilement dans la nature enneigée, utilisant leur connaissance approfondie de la terre et de la faune pour chasser efficacement. Ils excellent dans le suivi et les déplacements sur les terrains couverts de gel, ce qui en fait de redoutables chasseurs dans leur domaine glacé. Entre nous, gardons ça secret. Le Père Noël ne voudrait pas entendre parler de leur chasse aux rennes. Les Tchouktches possèdent également une vie spirituelle riche qui influence profondément leur existence. Ils croient qu'à leur mort, leur esprit voyage vers le royaume de l'étoile polaire. Cette croyance favorise un lien profond avec leur environnement, leur inculquant un sens du but et une compréhension des cycles de la vie et de la mort. Leurs coutumes funéraires sont uniques. Ils placent des objets auprès du défunt, croyant que ces biens les accompagneront dans l'au-delà. Cette pratique met en valeur leur respect du cycle de la vie et leur lien durable avec la terre. Culturellement, les Tchouktches s'expriment à travers une variété de pratiques spirituelles, de modes de vie durables et d'efforts créatifs.
Leur art, leurs histoires et leurs rituels reflètent en habit leur relation intime avec la nature et l'environnement. Aujourd'hui, les organisations locales, les partenariats internationaux et les initiatives gouvernementales s'efforcent de protéger et de préserver le riche patrimoine des Tchouktches. Ces efforts sont essentiels pour sauvegarder leurs pratiques, langues et histoires traditionnelles contre les influences envahissantes de la société moderne. Leur détermination à maintenir leur mode de vie dans un monde en évolution rapide constitue un puissant rappel de la force des cultures autochtones. Dans un monde qui néglige souvent la sagesse des peuples anciens, les Tchouktches témoignent de l'esprit durable de l'humanité, les Pygmées du Congo, et si le plus petit peuple du monde détenait des secrets de survie capables de captiver l'imagination, leur capacité à naviguer dans les forêts denses surpasse celle des tribus amazoniennes. Cependant, ces personnes pourraient avoir du mal à survivre dans les conditions où vivaient les Tchouktches, tellement habitués au climat africain. Les Pygmées du Congo constituent un tel groupe mêlant une incroyable histoire de résilience à une histoire pleine de dangers. Si le terme pygmée est désormais considéré comme péjoratif, il a longtemps été utilisé pour désigner diverses tribus d'Afrique centrale. Parmi eux se distingue le peuple Mbouti, résidant dans la forêt de l'Ituri au nord du Congo. Les membres les plus grands de cette tribu dépassent rarement 5 pieds, soit environ 1,5 mètre. Leur petite taille n'est pas seulement une bizarrerie génétique. Cela leur permet de se déplacer dans la forêt dense plus efficacement que les individus de grande taille. Les peuples autochtones du bassin du Congo constituent un ensemble diversifié de groupes qui comprennent des habitants nomades des forêts. Ces groupes comme les Baka, les Aka et les Mbouti comptent entre des dizaines de milliers et moins de 500 personnes comme dans le cas des Betsan. Malgré leurs différences, ils partagent des langues et des coutumes et vivent en étroite collaboration avec des communautés non pygmées. Aujourd'hui, environ 900 000 pygmées habitent le bassin du Congo, avec des populations plus réduites dans les pays voisins comme le Rwanda, le Burundi et la Zambie. Ces petites communautés ont préservé leur culture de chasse et de cueillette depuis des milliers d'années. La recherche montre que les hommes les plus grands de ces tribus ne mesurent que quelques centimètres au-dessus de 4 pieds, mais ils prospèrent en tant que chasseurs habiles. Leur hauteur ne les gêne pas. En effet, leur force et leur ingéniosité leur permettant de chasser de gros animaux à l'aide d'outils qu'ils créent eux-mêmes. Cependant, leur mode de vie est constamment menacé. Historiquement, les Pygmées ont été confrontés à de graves dangers, notamment aux violentes attaques de tribus cannibales. Leur petite taille est en fait des cibles vulnérables pour ceux qui les considèrent comme des proies. Cette réalité crée une tension effrayante autour de leur existence. Imaginez faire partie d'une tribu qui doit se cacher des autres humains, qui ne vous considèrent pas comme un être humain, mais comme une nourriture potentielle. Certains explorateurs et photographes se sont aventurés au Congo pour documenter la vie de ces tribus. Forrest Gallant, un explorateur bien connu, a capturé des images saisissantes des Pygmées. Il a noté que même si la prise de conscience des dangers auxquels ils sont confrontés s'est accrue nombreux, sont ceux qui pensent que certaines tribus pourraient avoir disparu à cause de la chasse et du cannibalisme. Si de telles pratiques brutales perdurent aujourd'hui, on ne peut que s'interroger sur leur prévalence historique. L'idée selon laquelle des tribus entières auraient pu disparaître sans que personne ne le sache suscite de sérieuses inquiétudes. Beaucoup spéculent sur l'ampleur du cannibalisme et de la violence contre ces tribus au cours de l'histoire. Cependant, si l'on met de côté les aspects les plus sombres de leur passé, on peut apprécier la résilience de ces pygmées qui continuent de prospérer dans leur habitat naturel. Les Pygmées représentent un phénomène remarquable en anthropologie. Il ne s'agit pas seulement d'un groupe de petites personnes, ils témoignent de l'adaptabilité humaine. Avec près d'1 million de Pygmées vivant dans les forêts, leur histoire est à la fois tragique et inspirante. Les Pygmées du Congo restent l'une des tribus les plus fascinantes au monde et nous exhortent à agir pour protéger leur culture et leur mode de vie unique. Leur avenir est en jeu, ce qui rend leur histoire encore plus urgente et convaincante. Les sentinelles. Alors que les Pygmées du Congo luttent pour lutter contre de multiples menaces, notamment les tribus ennemies, les humains modernes et les conditions politiques désastreuses du Congo, il existe une tribu dans l'océan Indien qui a réussi à garder tout le monde à l'écart.
Ces peuples appelés sentinelles sont souvent considérés comme le peuple autochtone le plus redoutable et le plus isolé. Ils habitent sur leur propre petite île boisée North Sentinel qui a à peu près la taille de Manhattan et fait partie d'une chaîne d'îles qui comprend également une autre tribu isolée, les Chompen. Ils continuent d'éviter toute interaction avec des étrangers et combattent quiconque s'approche. En novembre 2018, John Allen Shaw, un missionnaire américain, a été tué par des sentinelles alors qu'il tentait de les convertir au christianisme. Son effort illicite de contact a le potentiel d'anéantir toute la tribu sentinelle en apportant de nouvelles maladies comme la grippe contre laquelle ils ne sont pas immunisés. Sundar Raj et Pandit Tiwari, deux pêcheurs indiens qui avaient été amarrés leur bateau près de North Sentinel pour dormir après avoir braconné dans les mers entourant l'île, ont été assassinés en 2006 lorsque celui-ci s'est détaché et a flotté jusqu'au rivage. Les braconniers sont connus pour pêcher illégalement dans les mers entourant l'île, attrapant des tortues et plongeant à la recherche de homards et de concombres de mer. Les sentinelles ont clairement fait savoir qu'elles ne souhaitaient pas communiquer. C'est une sage décision. Suite à la colonisation britannique de leurs îles, la maladie et les effusions de sang ont anéanti les peuples autochtones voisins. La plupart de ce que l'on sait sur les sentinelles a été rassemblé en les observant depuis des bateaux amarrés à plus d'une distance d'une flèche du rivage et à quelques brèves périodes dans le passé où les sentinelles ont permis aux autorités de s'approcher suffisamment pour remettre quelques noix de coco. Même comment ils s'appellent eux-mêmes ou leur île est inconnue, bien que les Ongas voisins appellent North Sentinel Chiadakwakwaye. Les sentinelles chassent et se rassemblent dans la jungle et pêchent dans les mers côtières. Contrairement à leurs voisins, les Jarawa, ils construisent des bateaux, à savoir des pirogues, à balancier très fines. Ceux-ci ne conviennent qu'aux mers peu profondes puisqu'ils sont guidés et poussés à l'aide d'une perche semblable à une barque. Les sentinelles sont un peuple nomade de chasseurs-cueilleurs censé se diviser en 3 divisions. Ils disposent de 2 types de maisons de grandes cases communes avec de nombreux foyers pour plusieurs familles et des abris plus éphémères de sans côté que l'on voit parfois sur la plage et qui accueillent une seule unité familiale. Les femmes avaient des cordes de fibres enroulées autour de la taille du cou et de la tête. Les hommes portent également des colliers et des bandeaux mais avec une ceinture plus épaisse. Ils portent des lances, des arcs et des flèches. Bien que communément décrit dans les médias comme l'âge de pierre, cela n'est clairement pas vrai. Il n'y a aucune raison de croire que les sentinelles vivent de la même manière depuis des dizaines de milliers d'années que les peuples autochtones vivent probablement dans les îles Andaman. Leurs modes de vie auront changé et adapté à de nombreuses reprises comme tous les peuples. Ils utilisent par exemple désormais du métal échoué ou récupéré lors d'épaves sur les récifs insulaires. Le fer est affûté et utilisé pour pointer leurs flèches. De loin, les insulaires sentinelles semblent en excellentes conditions et prospèrent. Contrairement aux grands peuples andamanais auxquels les autorités coloniales britanniques cherchaient à introduire la civilisation, les peuples observés sur les côtes de North Sentinel apparaissent fiers, robustes et en bonne santé. Et les observateurs ont remarqué un grand nombre d'enfants et de femmes enceintes. Ils ont acquis une notoriété internationale à la suite du tsunami asiatique de 2004 lorsqu'un sentinelle a été aperçu sur une plage en train de lancer des flèches sur un hélicoptère qui les surveillait. À la fin des années 1800, Monsieur V. Portman, l'officier britannique en charge des Andamanais, arriva sur l'île North Sentinel avec un grand équipage dans le but d'atteindre les sentinelles. L'équipage a découvert des camps et des racines récemment abandonnés, mais les sentinelles étaient introuvables. Mais ils ont découvert les ossements d'un homme âgé placé dans un grand seau en position assise et caché dans les racines renforcées d'un grand arbre. Il est probable que les sentinelles honorent ainsi leurs défunts. Après quelques jours, la fête a vu l'enlèvement d'un vieux couple et de 4 enfants dans l'intérêt de la science et leur transport jusqu'au domicile de Portman à Port-Blair, la capitale provinciale. Comme on pouvait s'y attendre, ils sont tombés malades et les adultes ont péri. Les jeunes ont été ramenés sur leur île avec une variété de cadeaux. On ne sait pas combien de sentinelles sont tombés malades à la suite de cette science, mais il est probable que les enfants auraient transmis leur maladie et que les résultats auraient été dévastateurs. Le traumatisme intergénérationnel résultant de cette expérience déchirante et d'autres expériences similaires explique probablement la détermination des sentinelles à éviter tout contact avec des étrangers. Portman lui-même l'a avoué plus tard. On ne peut pas dire que nous ayons fait autre chose que
d'accroître leur terreur générale et leur hostilité envers tous les arrivants. Au cours des années 1970, les autorités indiennes se sont rendues occasionnellement à North Sentinel pour tenter de se lier d'amitié avec les sentinelles. Celles-ci étaient souvent à la demande de dignitaires en quête d'aventure. Lors d'un de ces voyages, 2 cochons et une poupée ont été abandonnés sur la plage. Les sentinelles ont transpercé les cochons et les ont enterrés avec la poupée. Ces visites y sont devenues plus régulières. Dans les années 1980, les équipes essayaient d'atterrir dans un endroit hors de portée des flèches et laissaient des cadeaux tels que des noix de coco, des bananes et des morceaux de fer. Parfois, les sentinelles semblaient faire des gestes amicaux. Dans d'autres cas, ils emportaient les cadeaux dans la forêt et tiraient ensuite des flèches sur la personne en contact. Cependant, toutes les visites sur l'île NZ Sentinel ont été restreintes et jugées illégales par le gouvernement indien afin de préserver la communauté, sa sécurité et par respect pour son choix de ne garder aucun contact. Les gardes-côtes indiens patrouillent autour d'une zone tampon près de la côte pour empêcher les étrangers de s'approcher trop près.